On va d'abord écouter Thomas qui est le dernier intervenant, qui va nous parler de son vécu, grandir dans une famille Huntington et puis des témoignages à travers les podcasts. Et après, on reprendra les différentes questions. C'est à toi, Thomas. Ok, très bien. Écoutez, je vais commencer par vous parler de Huntington Podcast, qui est le projet que j'ai lancé en soutien avec l'association Huntington France. Donc, Huntington Podcast, qu'est-ce que c'est? C'est une émission audio qui est enregistrée, qui est un podcast, en fait, qui est 100% dédié à la maladie de Huntington. Chaque mois, je discute avec des invités inspirants, des malades, des aidants, des porteurs, des professionnels de santé pour nous aider à comprendre et à mieux vivre avec la maladie. Donc chacun nous explique leurs astuces, comment ils font pour vivre au quotidien avec la maladie. Et voilà, ça c'est une émission, c'est un média qui a pour but en fait que chacun témoigne et que chacun partage son expérience et pour que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est un podcast que vous pouvez retrouver une fois par mois. Il y a un nouvel épisode qui sort tous les mois et vous le retrouvez sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter de la musique. Donc que ça soit iTunes, YouTube, Spotify, Deezer, toute cette plateforme-là, vous pouvez retrouver le podcast. Il vous suffit juste simplement de taper Huntington Podcast, tout attaché. Et vous pouvez également taper sur Google, il le trouvera très bien. Voilà, ça c'était le petit aparté pour le podcast. Et maintenant, je vais vous parler donc de grandir dans une famille Huntington. Donc moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Ça fait plusieurs générations que la maladie Huntington touche ma famille. Je vais vous parler un peu de comment j'ai vécu les choses et de ce que j'ai mis en place pour continuer de vivre avec la maladie. Donc tout commence, on va dire que tout commence avec mon grand-père qui a développé la maladie. Avant ça, il avait fondé une famille avec ma grand-mère, une famille de 11 enfants, une grande famille. Donc vous vous doutez bien que quand quelqu'un qui est touché par la maladie de Huntington a 11 enfants, à l'époque de mon grand-père, vous vous doutez bien que sur tous les enfants, il y a un risque. Il se trouve que tous ces enfants ont eux-mêmes eu des enfants. Donc, en l'espace de 3 générations, on arrive à plusieurs dizaines de personnes, avec chacun un risque fort de faire la maladie. À cette époque-là, il n'y avait pas d'information, il y avait l'association commençait. Enfin, c'était pas comme maintenant avec Internet où on peut avoir beaucoup plus d'informations et de contacts. Donc voilà. Il se trouve que sur les 11 enfants, il y a plus ou moins la moitié qui a développé la maladie. Parmi eux, le dernier de ces 11, qui est mon père, qui a développé la maladie. Donc, ça a été pour moi on va dire un choc parce que depuis tout petit, je vois mes oncles et mes tantes développer la maladie. Mais ça n'a jamais été, on va dire, le mot de la maladie Huntington n'a jamais été mis sur leur pathologie. Bon, moi, j'étais enfant, j'étais adolescent, ça faisait pas partie de mon quotidien à ce moment-là. Vers l'âge de 20 ans, quand vraiment mon père a eu besoin d'aide et que la maladie s'est installée, là, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix qui m'a profondément changé, le choix de devenir aidant de mon père. Donc, ce choix, ça m'est tombé dessus aussi violemment que chacun ici peut le connaître. C'est un peu le type de choix impossible à faire. Mais moi, j'ai décidé de faire ce choix-là. Et donc de sacrifier autre chose, hein, par conséquent, vu que c'est un choix. Ça fait une dizaine d'années que je m'occupe de mon père. Et je peux dire que il y a eu une phase d'acceptation de la maladie, on va dire, qui a duré 5 ans. Et, et pendant ces 5 ans, là, je vais dire des choses que tous ceux qui sont concernés par la maladie ont déjà vécues.
mais pendant ces 5 ans, il ne voulait pas prendre de médicaments, il ne voulait pas se faire aider, il ne voulait pas entendre parler de la maladie. Il voulait juste continuer de vivre normalement, mais la maladie, elle ne le laissait pas vivre normalement. Et quand quelque chose ou quelqu'un le contrariait, alors là, c'était un déferlement de haine, de violence verbale, physique. Par-dessus ça, il y avait les addictions, la cigarette, l'alcool en grande quantité, qui faisait qu'il se retrouvait dans des situations très délicates, il se mettait en danger. Et moi, j'étais à côté de ça, et je devais essayer un peu de jongler avec tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit que je peux pas le changer. Enfin, je peux pas lui demander d'arrêter de boire de l'alcool parce que c'est une addiction. Euh, mais j'ai essayé de faire que tout autour de lui, dans sa vie, son environnement, soit adapté pour éviter au maximum les problèmes. Donc, je vous donne deux, trois, on va dire, choses que j'ai mis en place à cette époque-là. C'était notamment un bracelet de téléassistance pour l'extérieur, où quand il faisait une chute, eh ben, j'étais alerté en premier, et ensuite, si besoin, les pompiers étaient alertés. Ça déjà, ça m'a rassuré parce que même s'il faisait des petits trajets du domicile à la boulangerie, au moins je savais que quelqu'un était alerté. Il y avait également tout ce qui était pour l'argent. Il avait beaucoup de mal à gérer son argent. Donc, j'ai pris l'initiative de lui donner une carte de retrait uniquement, avec un plafond très bas, pour qu'il puisse juste acheter les petites choses du quotidien, mais pour pas qu'il parte dans des problèmes financiers. J'ai également pris sur moi de gérer tout son administratif et son suivi médical, car à l'époque, il loupait beaucoup de rendez-vous. Et comme on l'a entendu précédemment avec les différents intervenants, dès qu'on commence déjà à louper des rendez-vous médicaux, la prise en charge est moins bien effectuée. Donc voilà, c'était pas au top. À côté de tout ça, ça c'était tout ce qui se passait, on va dire, à la maison avec lui. En parallèle, moi, je me débattais avec ce que vous connaissez sûrement, la CRAMIF, la sécurité sociale, la MDPH, pour faire reconnaître sa maladie auprès des institutions, obtenir l'aide auquel il a le droit. C'était l'enfer, car moi, je découvrais tout. Il me manquait toujours un papier, j'essuyais des refus, soit il n'était pas assez malade, soit il n'était pas assez pauvre. Alors que à ce moment-là, c'était sûrement la phase de sa vie où il a eu le plus besoin d'aide. Avec le recul, je tiens à dire quand même que nous sommes en France. On a énormément de chance car on peut offrir une prise en charge à nos malades. Il faut juste se battre très fort pour obtenir au moment où on en a besoin les aides. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai juste été très proactive sur cette question-là. J'ai jamais rien lâché, même quand en face on me disait que non, il n'a pas le droit à cette aide. Donc voilà, c'était un peu durant ces 5 premières années, cette première phase, c'était un peu comme ça que ça s'est passé. Je vous ai dit tout à l'heure que devenir aidant, ça m'a changé. Et je pense que grâce à toutes ces étapes que j'ai faites durant ces premières années, je suis devenu très résilient pour continuer. Passé ces 5 années, à ce moment de nos vies avec mon père, on était, je pense, tous les deux inquiets, car on ne voyait pas vraiment le bout du tunnel. Chaque semaine, il se passait un truc, son état évoluait. Et j'ai pris la décision, petit à petit, tout doucement, de faire rentrer des aides de vie dans notre quotidien. Au départ, c'était pour aller faire des courses ou pour l'accompagner au cinéma. Mais ces aides de vie, elles lui étaient vraiment dédiées pour lui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui refusent au départ d'avoir de l'aide. Ça a été son cas, il a refusé. Mais petit à petit, pour 30 minutes, 1 heure, vraiment, c'est comme ça que les aides de vie sont rentrées dans son quotidien, dans notre quotidien. Et plus son état évoluait, plus je demandais auprès de la MDPH des heures d'aide de vie. Et plus je mettais en place à la maison ce que
aujourd'hui, je peux appeler son écosystème de la maison, c'est-à-dire que les aides de vie que je forme pour qu'elles soient autonomes à la maison, qu'elles viennent, elles font sa toilette, elles préparent ses repas, elles viennent pour le goûter, elles viennent au moment clé de sa journée, mais elles viennent tout au long de sa journée parce que son état, bien sûr, s'est détérioré au fil du temps et donc les heures ont augmenté et leur aide à ces aides de vie-là ont suivi. Il a un kiné qui passe 2 fois par semaine à la maison. Il y a un passage d'un infirmier tous les soirs pour qu'il prenne ses médicaments. Tout ce qui est courses, consommables, les protections, les produits pour mon père, tout ça, je fais tout ça par internet pour pas perdre de temps. Donc j'ai essayé d'automatiser et on va dire de faire que la maison et l'aide pour mon père, ça roule tout seul et que moi j'ai pas besoin d'intervenir dans la journée. Je fais également partir mon père en séjour de répit 3 mois dans l'année, dans des MAS, dans des maisons d'accueil spécialisées. Donc voilà, tout ça, c'est des petites choses qui l'aident dans son quotidien, qui lui permet de garder contact avec le monde extérieur et qui, lui et moi, le soulagent parce que plus ou moins tout est automatisé, entre guillemets, ça reste de l'humain. Donc je pense qu'au fil des ans, durant ces 10 ans, il a pris le temps d'accepter la maladie, d'accepter de l'aide. Il a laissé tomber du jour au lendemain la cigarette, l'alcool. Ça a pris du temps, c'était pas facile, mais il en est venu à bout. Il a dû mener, je pense, un combat intérieur. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il est en paix avec lui-même parce qu'il a le sourire. Et je pense que, voilà, qu'il profite tous les jours à sa façon de ses journées. Pour ma part, j'ai appris il y a 1 an que j'étais porteur. Je m'étais préparé. Ça a visiblement été un peu plus dur pour ceux qui m'entourent. Parce que quand on apprend cette nouvelle, c'est vrai qu'il y a un sentiment bizarre, c'est que on se demande, une fois qu'on apprend qu'on est porteur, je fais quoi avec cette nouvelle-là? Moi, j'ai pris le parti de rien changer à ma vie, que c'était pas à cause de ça que ma vie allait changer. J'estime même en fait avoir plus de chance que ceux qui ne veulent pas ou ne font pas le test parce que, je sais où je vais. Je connais les symptômes, je connais les risques, je sais que maintenant je vais pouvoir profiter de la vie, des moments présents, parce que je sais plus ou moins ce qu'il y a devant moi. Même s'il y a toujours un horizon, un temps où la maladie apparaîtra qu'on ne saura jamais. J'ai plein de projets dans la vie, que ça soit professionnel, familial, personnel, et bien sûr, je ferai tout pour les réaliser. Je vous ai dit tout à l'heure que devenir aidant et de grandir dans une famille Huntington, ça m'a changé. Je pense que c'est cette différence qui fait que j'ai grandi peut-être un peu plus vite et que j'ai pu me construire en tant qu'homme. Aujourd'hui, dans ma vie, il n'y a pas vraiment de problème qui me fasse peur parce que je sais qu'avec du temps et de la volonté, le problème passera. Donc, pour finir sur mon témoignage, je devrais dire à tous ceux qui se posent la question et qui sont inquiets parce qu'ils viennent de découvrir qu'ils ont la maladie ou qu'un de leurs proches est touché par cette maladie, que oui, c'est une maladie qui, par ses aspects, est lourde et très lourde à porter. Mais déjà, si vous êtes en train d'écouter cette vidéoconférence aujourd'hui, c'est que vous avez commencé le premier pas, c'est que vous commencez à pas faire l'autruche et à prendre les bonnes informations et à communiquer. Donc voilà, si j'avais qu'un mot, un conseil à vous dire, c'est informez-vous, n'ayez pas peur de prendre les informations sur cette maladie et communiquer, parler avec les autres. C'est tout pour moi. Merci. Merci, bravo Thomas.
Vous voulez réagir peut-être?